Bienvenue à toutes et à tous dans Conversation Madame Figaro. Pour cette nouvelle émission, nous allons parler de cinéma, de jeux, avec une actrice, une grande actrice, une actrice que j'admire beaucoup, Marina Foïs. Bonjour Marina Foïs, comment allez-vous? Très bien. Quand on est présenté comme étant une grande actrice, il faut assumer après. On va assumer, vous allez assumer. Okay. Et avant d'assumer, j'ai envie de vous poser ma question rituelle. Ça fait quoi d'être vous? Ça fait quoi d'être Marina Foïs en ce moment? J'ai une forme d'habitude quand même à me coltiner avec moi-même, parce que ça fait un certain nombre d'années que ça dure. Par moments ça me va, par moments ça me pèse, par moments ça me saoule, par moments ça m'inquiète, par moments je suis super OK, je mesure la chance que j'ai. Voilà. Et là en ce moment j'ai de la chance. C'est OK? Ouais. Vous êtes, on se voit pour un film dans lequel vous jouez, un film qui s'appelle Magma. Avant d'en parler, on va regarder la bande-annonce. OK. On va regarder. Nous avons observé la naissance d'une grosse fumerole qui a provoqué une explosion phréatique modeste. On peut dire à l'heure actuelle qu'on est hors de danger. Ça va? Bagaille! Hier, vous expliquiez à tout le monde que plus rien n'allait se passer. Ce matin, on assiste à la plus forte remontée magmatique depuis 50 ans. On parle d'un volcan vivant. Les conditions de vie des déplacés sont particulièrement pénibles. Papa, on te dit que c'est pas encore le moment de rentrer. On est vraiment à deux doigts de recommander la levée de l'évacuation. Pourquoi tu dis ça? Tu leur dis ce qu'ils veulent entendre, c'est pas protéger les gens, ça. J'ai pas de leçon à recevoir d'un petit thésard qui vit sa première éruption, d'accord? Madame Reiter, vous semblez inquiète. Non. Je comprends pas, tu m'as appris à jamais lâcher. Et là, en 2 secondes, t'abandonnes. On n'arrivera pas à anticiper avant le dernier moment. C'est le moment d'être courageux, là. Aimer pour Katia. C'est pas du courage, c'est de l'inconscience. Aimer pour Katia, tu me reçois? Vous jouez une volcanologue face à une éruption de volcan en Guadeloupe. Face au possible réveil d'un volcan. Au possible réveil d'un volcan. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'interpréter ça? Plein de choses. D'abord, il y a quand même dans l'imaginaire le volcan, quand même, ça raconte plein de trucs. Moi, j'adore le film Stromboli de Rossellini, donc je sais pas, ça m'a réveillé ça. Je me disais, c'est bien d'avoir comme partenaire principal un volcan, ça change. L'idée de faire un film catastrophe sans moyens hollywoodiens, donc en ayant à raconter la tension autrement. Et puis le background politico-sociétaux qui est quand même très intéressant. Donc la crise est gérée par des gens qui viennent de France, qui ont étudié, qui sont blancs, qui ne sont pas du territoire, qui sont pas et comment l'affrontement en fait entre la théorie, la pensée, la science et la réalité, la théorie slash la vraie vie des gens, et comment le pouvoir se répartit mal, comment on ne partage pas, comment parfois on peut manquer d'écoute, et comment résonne l'ère post-coloniale aujourd'hui. C'est quand même très intéressant parce que c'est des questions qui sont au cœur en ce moment même. On en parle beaucoup ces dernières années, cette idée du... ce qui reste de la colonisation, les dégâts que ça fait encore, l'impression, ce pouvoir qu'on dérobe aux gens, tous ces gens pour qui on décide sans tenir compte de leur réalité à eux. Tout ça, c'est pas le sujet du film, mais ça sous-tend tout le film. C'est tout autour. C'est tout autour. Et ce sont des questions qui m'intéressent, en fait. Et je trouve ça chouette toujours de pouvoir évoquer des sujets politiques par la fiction, parce que la fiction, c'est pas un discours, c'est une histoire, c'est plus accessible. Mais grâce à l'incarnation, on peut quand même poser des questions qui nous concernent tous et qui ne concernent pas que la Guadeloupe et le volcan. C'est aussi un film un peu sur l'indécision, sur comment prendre une décision, comment on est pris dans un territoire et on ne sait pas exactement comment réagir. Effectivement, la théorie et
Oui. Et le physique. Votre Oui, personnage, au début, en tout cas, est quand même, on ne sait pas exactement vers quoi il balance. Oui, puis il y a cette idée il y a une phrase que j'aime bien, quand le préfet me dit, mais est-ce que c'est sûr à 100% ? Et le 100% n'existe pas. Il n'existe pas en science, mais il existe nulle part. Alors, qu'est-ce qu'on fait sans 100% ? Je veux dire, ça parle aussi de la responsabilité, d'être capable de prendre une décision ou d'avoir un avis ou de penser quelque chose. Tout ça, c'est des questions qui nous habitent un peu, en fait, tout le temps. Et on voit bien, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça questionne, en fait, quand même, la culture, l'histoire et les réflexes qui sont des réflexes de classe, des réflexes culturels, des réflexes de pensée. Et on voit bien qu'il faudrait pouvoir se départir de tous nos a priori et de tous nos réflexes pour être au plus juste. C'est ça que le film questionne pour moi, c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est aussi comment être étranger, quelque part. Oui, et comment ne jamais oublier qu'on parle de là d'où on vient. Voilà, et que voilà, ça parle aussi d'humilité. Voilà, donc ça m'intéresse. Mais il y a aussi, c'est du cinéma, il y a aussi des très beaux paysages, une très belle lumière, quelque chose qui fait décoller du propos. Il y a aussi un côté très atmosphérique. On est un peu embarqué. Absolument, ouais. Je vous propose de regarder la photo que vous nous avez envoyée, notre photo un peu souvenir. On la regarde. Oui. Qu'est-ce que c'est cette photo ? C'est Laurent Cantet, qui est donc un grand metteur en scène français, qui nous a quittés l'année dernière. C'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup les films et avec qui j'ai beaucoup aimé travailler et qui est un peu, j'aime bien parler de lui encore et je continuerai à parler de lui parce que je trouve qu'il est un peu dissonant par rapport à l'époque, son humilité. C'est pas une posture, il avait quelque chose, une manière de penser le monde, le cinéma, les rapports avec les gens. Il n'y a pas de frime, il n'y a pas de posture, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Il y avait quelque chose de très simple et de très humble, simple qui est l'inverse d'une simplification. Voilà. Quelque chose de très humain peut-être. Ouais. Et c'est quelque chose qui peut rester une référence. Moi, il y a plusieurs metteurs en scène qui resteront pour moi, tout au long de ma vie de cinéma et de ma vie tout court, des espèces de références. Et lui plus particulièrement ? Lui aussi, ouais. Vous parlez de metteurs en scène avec lesquels vous avez travaillé ou de metteurs en scène en général ? Non, je parlais des metteurs en scène avec qui j'ai travaillé. Après, c'est vrai qu'il y a des films... je me souviens très bien que Le goût des autres avait été très important pour moi dans ma vie, mais je l'ai vu au cinéma, j'avais aucun rapport j'avais pas travaillé avec eux. Et moi, je pense que dans l'histoire intime des uns et des autres, le cinéma peut compter beaucoup. Moi, les films, ils peuvent m'aider à comprendre des trucs, ils peuvent me rassurer, ils peuvent me procurer de la douceur ou au contraire me réveiller, me bousculer. Ça me sert, le cinéma, pour plein de choses. Pour me divertir ou pour m'approfondir, les deux. C'est un peu une boîte à outils. Je Vous crois. Vous piochez des choses dans le cinéma. Ouais, en tant que spectatrice et aussi en tant qu'actrice, bien forcément, sûr. par les rencontres que je fais. Ouais. Vous regardez encore d'autres actrices, d'autres acteurs ? Ah bah oui, je vais au cinéma beaucoup, moi. Ah bah oui, dès que je peux, je vais au cinéma. Là, par exemple, je travaille énormément, je ne vois pas de films, ça me manque. Ah bon ? Vous n'avez pas le temps ? Ben, j'ai pas le temps. Mais non. Et puis moi, j'aime vraiment aller au cinéma en salle. Donc pour ça, il faut... Et puis c'est vrai que comme les films durent de plus en plus longtemps... Absolument. Il faut prévoir des vraies demi-journées. Mais c'est une activité qui me manque. Elle me fait du bien de toutes les manières. Enfin, je ne sais pas comment dire. Vous n'êtes pas une cinéphile au sens strict du terme. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vos goûts sont très vastes. Vous n'avez pas une cinéphilie c'est une cinéphilie, ça. Oui, mais je veux dire, vous n'avez pas une cinéphilie... Voilà, vous avez une cinéphilie ouverte. Non, moi, je ne suis pas, mais dans aucun domaine, je ne suis pas une sachante. Je ne suis pas une bibliothèque, je ne suis pas une vidéothèque, je ne suis pas comme ça. Mais j'aime beaucoup le cinéma et j'ai des goûts très éclectiques, mais je trouve que l'éclectisme ne fragilise pas ma cinéphilie, bien au contraire. Ouais. Je comprends. À propos d'éclectisme, on va écouter un peu de musique. Ouais. Ça vous dit ? On va écouter un premier morceau. On voit si vous reconnaissez. Oui.
lié à un film, ça Alors, je le connais, ce morceau, mais... C'est lié à un film, mais ce n'est pas la musique d'un film. Il y a eu un film à propos de ça. Les sons... ça. Vous connaissez pas? Vous connaissez? C'est Eminem. C'est Eminem, ouais. C'est Stan de Eminem. C'est le grand tube d'Eminem. Et finalement, il y a eu un film sur Eminem. Mais non, je ne sais pas. Est-ce que c'est ce genre de musique que Alors, il faut dire que... ma culture cinématographique, elle est ce qu'elle est, mais elle ressemble quand même à quelque chose. Ma culture musicale, elle est très pauvre. Voilà. Vous n'écoutez pas de musique? J'en ai pas écouté pendant très longtemps. Maintenant, c'est plus vrai. Maintenant, j'en écoute, mais pendant très longtemps, ça n'a pas fait partie de mon éducation pour une histoire familiale débile. Il n'y avait pas de musique. Ouais. Ouais. Il se trouve que la musique a été interdite chez moi par ma grand-mère à cause d'un traumatisme. Bon, c'est une histoire absurde, mais elle est vraie. Oui. Bon, je la raconte, mais ma grand-mère avait un frère qu'elle adorait et elle avait rendez-vous avec lui, salle Pleyel, pour assister à un concert. Il n'est jamais arrivé parce qu'il est mort ce jour-là. Ah. Et donc sa réponse pathologique à ce drame a été de supprimer la musique chez elle. Donc, de génération en génération, la musique n'a pas été comme dans plein d'autres familles... on n'a pas grandi avec de la musique, donc j'ai perdu beaucoup de temps. Et puis après, voilà, c'est petit à petit que la musique est arrivée dans ma vie, et surtout par je dois dire, par les hommes avec qui je vis. Beaucoup. Ah oui? Ouais, c'est eux qui m'ont fait... C'est eux qui vous font découvrir. Ouais. Alors, je ne vis pas... Dans cette phrase, on pourrait penser que je vis avec plusieurs hommes. En même temps, ce qui n'est pas le cas. Je parlais... Voilà. Ce serait votre droit. Ah, mais absolument. Et je l'assumerai, mais c'est pas ça. Je veux pas que les gens s'imaginent que je suis polygame. Pas de fausses conclusions. Non. Absolument. Non. À propos de musique. Très bien. Qu'est-ce que vous avez découvert récemment en musique? On vous a fait découvrir quelque chose en particulier? Non. Attendez. Non, mais en ce moment, j'ai une vie efficace, mais assez pauvre. C'est-à-dire que je fais ce que j'ai à faire. Je suis pas du tout dans la période de la découverte. Vous êtes au théâtre? Donc, je suis au théâtre, ouais, je joue Les Idoles. Les Idoles, de Christophe Honoré. De Christophe Honoré, qui a une bande-son qui est vachement bien, d'ailleurs. Et je tourne aussi avec Sorogoyen. Donc, voilà, non, en musique, non, j'ai pas eu de... Ah si, aujourd'hui j'ai des... Ah si, aujourd'hui c'est passé un truc incroyable juste avant de venir vous voir, mais je ne peux pas en parler. J'ai découvert quelque chose. Vous mettez... Ouais. J'ai découvert quelque chose que la France va entendre très bientôt et que la France n'a pas entendu. Et moi j'ai eu ce privilège-là. Si vous êtes un peu flic dans l'âme ou un peu détective, vous pouvez comprendre ce que j'ai entendu, que les Français vont entendre bientôt. Voilà. Je crois que j'ai compris, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. On va écouter un autre morceau, on va voir si vous reconnaissez. On écoute. Oh, je vais faire pitié aux gens. Pas du tout, on écoute. Mon temps. Ouais, voilà, vous reconnaissez. Oui. Vous reconnaissez le morceau? Oui. C'est Le Temps des Cerises. Le Temps des Cerises, ouais. Oui. Mon temps, ça vous parle? Mon temps, oui, ça me parle, parce que j'ai tourné un film qui raconte Signoret et Mon temps, réalisé par Diane Curis, avec Roche Dizem qui fait Mon temps, et moi j'ai fait Signoret. Et alors le film sortira le 1er octobre, j'ai eu un plaisir infini, ça m'a passionné, c'est un exercice très dur, celui du biopic. C'était mon rêve d'en faire un parce que tous les acteurs en font, je vois pas pourquoi moi je serais passée à côté. Donc Simone Signoret, ça tombe bien parce que je l'ai beaucoup aimée, je me suis beaucoup identifiée à elle quand j'étais adolescente. Je pensais... Alors je pense que j'aimais la femme engagée, politique, évidemment, ça c'est sûr. C'est une espèce de modèle de courage, de droiture, de pensée, évidemment. Et moi, j'étais persuadée que je lui ressemblais physiquement. Mais personne ne voyait cette ressemblance à part moi. Et du coup, j'avais l'impression que j'avais... Mais ça, c'est... Moi, je me suis beaucoup raconté d'histoires dans ma jeunesse. J'avais l'impression que j'avais une relation privilégiée avec elle que je n'avais pas. Et donc, quand, bien des années plus tard, Diane Curis s'est arrivée en me proposant de faire Signoret, ça vous a... je me suis dit que la vie, elle était extrêmement sympa avec moi, très régulièrement. Elle n'est pas que sympa, mais elle est aussi extrêmement sympa. Donc la vie m'a offert ce cadeau-là. J'ai adoré faire ça, ça m'a
j'ai beaucoup travaillé, bon, ça on s'en fout. Je ne sais pas ce que vaudra le résultat, mais je sais que le plaisir que j'ai eu me restera longtemps. Oui. Ouais. Est-ce que vous auriez pu jouer Yves Montand? J'aurais pu jouer Yves Montand. Ouais. Sauf que... Est-ce que vous jouez Hervé Guibert? Je jouais Hervé Guibert. Non, j'aurais pu jouer un homme. Je ne sais pas si il a Montand dans sa nature quelque chose de folklorique et de spectaculaire que je ne suis pas sûre de pouvoir incarner, bizarrement. Oui. Je pense que Rushdie était plus à même que moi. Et je ne suis pas sûre d'être ce type de séductrice. Je pense que je ne séduis pas en séduisant. Comme Montand. Non, je pense qu'il y a trop de complexes et une timidité que les gens ne connaissent peut-être pas. Mais en fait, dans la sphère intime, peut-être que je suis plus timide que la grande gueule que je semble être quand je vous parle, par exemple. J'entends bien. Je vous ai aussi fait écouter cette chanson, Le temps des cerises, parce que c'est une chanson qui est assez ambiguë. C'est à la fois une chanson d'amour, mais c'est une chanson qui a été très politisée. Et je me demandais, ça ressemble un peu à Magma, la façon dont vous le décriviez au début, c'est-à-dire on est un peu dans un paysage, mais aussi quelque chose de très politique. Est-ce que ce genre de rôle ou d'œuvre ou de choses qui vous attire? Être dans l'ambiguïté des deux? Je pense que... moi, si j'avais voulu faire de la politique, j'aurais fait de la politique. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai l'impression quand même que le cinéma l'est tout le temps, puisque c'est une manière de raconter le monde ou de faire poser notre regard à un endroit où il va pas tout seul. Donc c'est la vertu du cinéma. On peut apprendre l'histoire, la géographie. On apprend plein de choses en voyant le cinéma, sauf sans avoir l'impression d'apprendre. C'est pas rébarbatif comme manière d'apprendre. Le cinéma, c'est un regard sur le monde, donc c'est politique et moi j'aime bien participer à ce truc-là. Je vois pas comment on pourrait, surtout à nos âges, ne pas être concerné par la chose politique. Peut-être encore plus fort en ce moment où il y a une espèce de menace qui concerne tout le monde. Oui. Oui. On va écouter une dernière chanson, rapidement. On va voir si vous reconnaissez. On écoute. C'est Biolay, non? C'est Biolay. Comment? Vous voyez, vous reconnaissez. Ouais, ça va, hein. Vous reconnaissez, hein? Je l'ai choisi parce que je crois avoir lu qu'il vous avait donné un goût à la musique à un moment. Non, on a tourné ensemble et quand on s'est rencontrés sur ce film-là, un jour il m'a dit mais en fait toi tu dis que tu n'écoutes pas de musique mais en fait c'est une pause, c'est une posture que tu as choisie dans tes premières interviews et il me dit en fait c'est ridicule de s'accrocher à ça. Et ça m'a hyper vexée mais ça m'a vexée parce que je pense qu'il avait raison. Et ça vous a changé? Bon, après... Ouais. Et puis c'est vrai que j'aime bien sa musique. Vous l'écoutez toujours? Il écrit hyper bien. Ouais. Alors en ce moment, donc je n'écoutais pas de musique, mais maintenant j'ai vraiment des trucs sur chaque rôle ou chaque travail. Je sais, un peu par hasard, il y a des espèces de, j'ai des environnements musicaux. Donc pour jouer Guibert, j'écoute dans le désordre, mais un peu tous les soirs la même chose, Via Con Me de Paolo Conte. Puis j'écoute Dao comme un boomerang et si je m'en vais avant toi. Plein de chansons différentes de Dao. La débandade tous les soirs. Vraiment des chansons d'époque pour vous remettre dans l'époque de Guibert. Je sais pas pourquoi, non, c'est un peu bordélique. Je sais pas, j'imagine que ça me met bon, la débandade, c'est quelque chose qui parle de la fin de quelque chose, donc tout ça, oui. Et Dao, parce que Guibert parle de Dao et que c'est l'époque, Via Con Me, je ne sais pas pourquoi. C'est aussi après, et aussi la même époque. Une chanson de Lucio Dalla que je ne connaissais pas, alors que je connais quand même bien Lucio Dalla, qui s'appelle Felicita, et qui n'est pas le Felicita que tout le monde connaît, c'est un autre Felicita, qui est hyper beau, hyper nostalgique. Donc j'écoute des choses un peu nostalgiques avant de Guibert. Vous connaissez la musique. Ouais. Je vous propose de passer à notre séquence suivante. C'est la séquence des mots. Il y a des mots qui vont s'afficher et on va réagir. On va vous demander de réagir. Le premier mot, c'est marge. Est-ce que ça vous intéresse, la marge? Ouais, ça me fait penser à ma sœur Julia Foist, qui est une très bonne journaliste et qui a une émission où elle reçoit où elle interviewe très bien des gens qui sont dans la marge. Heureusement qu'elle existe, la marge, et je pense que la marge fait beaucoup de bien à la masse, en fait. On a besoin des marges je crois que c'est la marge et les combats de ceux qui sont en marge qui font avancer ceux qui sont dans la norme, entre guillemets.
Et cette question de la norme, elle est assommante, et elle est enfermante, et elle est excluante, et je n'aime pas beaucoup cette idée de la norme à laquelle il faudrait se conformer. Est-ce que vous faites certains de vos choix en pensant à la marge, en vous disant... Non, je ne fais pas mes choix de manière théorique, je les fais de manière beaucoup plus bordélique ou beaucoup plus viscérale. Instinctive. Mes choix, l'instinct n'est pas le contraire de la pensée, mais je veux dire, ça dépend par moments, j'ai besoin, envie. Comme un jour, on a envie de manger du poisson et l'autre de la viande. Enfin, là vous êtes là, là, c'est là, on est... Belles images. Non, mais je veux dire, le choix d'un scénario, ça correspond beaucoup à ce qu'on est en train de traverser dans un moment de sa vie. Cette année, j'aurais joué Simone, j'aurais joué Guibert. Je pense que je vais avoir envie... Là, je fais la saison 2 de Fury. Ouais. Je vais être contente parce que je vais pas pleurer en tournant Fury. Là, j'aurais beaucoup pleuré pendant 6 mois ou convoqué des émotions assez puissantes. Bon, après, il faut passer à autre chose. Faut passer à autre chose. Et puis après, quand j'aurais pas pleuré pendant 6 mois, j'aurais envie de nouveau de pleurer ou de jouer la douleur. De revenir à une émotion vers des sensations différentes. Je pense, ouais. Le mot suivant. Moi, c'est mon addiction. Oui. Alors, je joue pas aux cartes, je joue pas au Monopoly. J'aime pas jouer dans la vie. Enfin, je suis pas joueuse, mais j'aime jouer. Et je pense que l'année dernière, j'ai pas tourné pendant 6 mois parce que le planning était comme ça et qu'il faut des pauses pour se nourrir, pour aller au cinéma, pour lire, pour écouter, pour tout ça. Et au bout de quelques mois, ça me manque, mais viscéralement. Ah ouais, c'est mon activité préférée. C'est vraiment ce que je préfère au monde. Vous vivez la vie dont vous avez pu rêver. Ah, je crois. Ma vie ressemble à ce dont j'ai rêvé. Mais en mieux, puisque quand on rêve à 16 ans, on a des rêves qui sont limités par notre imagination qu'on n'a pas, on ne sait pas ce que ça va être. Donc c'est ma vie en mieux quand même. Ouais. Vous me faites envie. On va regarder le prochain mot. Non mais attendez, j'ai des trucs relous dans ma vie, comme tout le monde. Légèreté, à propos de trucs relous. Ouais. Alors la légèreté, moi ça me fait penser à Honoré, parce que je pense que c'est un des cinéastes qui en parle le mieux, qui raconte le mieux la nécessité d'être léger, qui n'est pas le contraire de la profondeur, bien au contraire, et que je pense que les gens qui ont souffert, ceux qui ont mangé de la merde, ceux qui vivent avec la douleur, ils peuvent faire l'éloge de la légèreté, comme l'humour est une politesse qui est très bienvenue. On a droit à la légèreté, on a droit à la joie. Je suis assez obsédée par une phrase de Deleuze qui est « Le pouvoir aime les corps tristes ». Absolument. Voilà. Absolument. Donc, nous avons le droit, même peut-être le devoir de cultiver la joie et la légèreté tant qu'on n'est pas à l'agonie. Je ne vois pas ce qui nous empêche, même si le monde est inquiétant ou même si la vie est violente. Voilà. Moi, j'ai jamais honte d'être joyeuse. Vous lisez beaucoup Deleuze ? Non. Non, j'aimerais bien, je voudrais lire beaucoup plus de trucs. Non. Le mot suivant. Peur. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Qu'est-ce que les choses qui vous font peur ? Les requins. Les volcans. J'ai des peurs débiles. Moi, j'ai un peu le vertige, je suis un peu claustro. Bon, ça, c'est premier degré. Qu'est-ce qui me fait peur ? Plein de choses. Est-ce que vous avez le trac ? Non, pas vraiment. Ça, c'est pas une peur. En tout cas, c'est une peur avec laquelle je me démerde. Et quand j'ai peur pour un film ou un truc, je travaille. Le travail est la solution. Et j'aime travailler. Je crois que j'ai quand même une grosse capacité de travail. Donc ça, la peur du... J'ai peur de... Ça va être une plate... J'ai peur de vieillir, j'ai peur de mourir, j'ai peur de perdre les gens que j'aime. J'ai peur que le cinéma s'arrête pour moi. J'ai peur que... Ça, c'est des peurs égotiques ou narcissiques qui ne sont pas très intéressantes, mais je ne vais pas vous dire que je ne les ai pas puisque je les ai. Ouais, voilà. Est-ce que pour interpréter Hervé Guibert, il faut de la peur et de la légèreté, par exemple ? Alors lui, il parle du sida en parlant de la peur et le désir. Lui, il mêle
la peur et le désir, c'est un endroit de déséquilibre. Mais oui, je pense que... et pour jouer Guibert, il faut aussi une part de légèreté ou de distance ou de volonté de provoque ou de volonté de s'efforcer, de rire des choses les pires. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça un peu chez lui, ouais, quand même. Et dans cette génération qui mourait si jeune, dans d'atroces souffrances, je pense qu'une des seules armes qui était gratuite et en leur pouvoir, c'était le rire. Le rire, ouais, cette légèreté. Ouais. Il faut s'imposer. Ouais. Le prochain mot, photo. Alors moi j'aime bien la photo. Oui, c'est pour ça que je vous montre le mot, je ne vous montre pas de photo, mais le mot. Qu'est-ce que vous aimez dans la photographie? Le beau, en fait, qu'on me montre en mieux ce que je vois avec mon œil. Oui. Voilà. Les gens, j'aime beaucoup les portraits. Parce que je pense que l'humain ou l'humanité est au cœur de mon travail, les gens, ça m'intéresse tout le temps, partout, tous. Voilà, mais je peux aussi aimer des photos qui ne soient pas... je peux aimer des paysages, je peux aimer des choses plus abstraites. Je sais pas, c'est peut-être l'immédiat. En fait, c'est très magique la photo parce que moi et un grand photographe avec le même appareil entre les mains, on ne produira pas la même chose. Donc, qu'est-ce qui fait? C'est quoi cette histoire du regard qui est la même chose chez les metteurs en scène, hein. Voilà, à quel moment, où est-ce que se faufile l'humanité où est-ce que ça se situe? Où est-ce que ça se situe? Comment? Où est-ce que la magie se produit? Voilà. Et aussi l'art de faire un cadre, c'est-à-dire dans ce large paysage, qu'est-ce que moi je vais isoler, qu'est-ce que vous allez isoler? Ça raconte beaucoup de soi et de ce qu'on attend, de ce qu'on voit. Enfin, je trouve ça hyper intéressant et moi ça m'émeut. Après ça, c'est pour parler autour des choses, mais moi je peux tout simplement aimer une photo comme, je vais refaire une image culinaire passionnante, comme je peux avoir envie d'un éclair au chocolat, je peux avoir envie d'une photo de cette image-là. Je peux avoir envie de me coltiner avec cette image-là. Une photo de Raymond Depardon comme un J'en ai, éclair au chocolat. figurez-vous que j'ai la chance, parce que j'ai, voilà, parmi les chances que j'ai, il se trouve que Raymond Depardon m'a offert une photo. Et alors, Depardon, j'adore ses photos et j'adore aussi ses documentaires. Je les ai beaucoup regardés avant de préparer des films, parce qu'il a une manière de regarder les gens vraiment en face. Il ne se met pas du tout au-dessus, il a une manière de regarder les gens pour de vrai, en fait. Et ce regard-là qu'il pose sur les gens fait que j'ai l'impression de les voir vraiment, et donc de pouvoir les observer. Et c'est vachement, ça nourrit vachement le jeu, parce que les gens, ils sont beaucoup plus surprenants que tout ce qu'on peut imaginer d'eux. Donc sur le comportement, sur le vocabulaire, sur le langage, c'est passionnant. Avant de se quitter, un dernier mot en un mot. Bientôt. Bientôt en un mot. Qu'est-ce qu'il y a bientôt pour vous? Professionnellement, bientôt je repars aux Canaries pour tourner avec Sorogoyen et Javier Bardem. Super. Pas mal comme bientôt. C'est pas mal. C'est un bientôt que j'aime. Les Canaries, c'est pas mal. C'est très bientôt d'ailleurs. C'est pas mal. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés et suivis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Conversation.